Bienvenue donc à notre table ronde sur le thème du climat et de la décarbonation des entreprises. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Antoine et je travaille pour Ecolearn. Je modérerai cette table ronde. Table ronde durant laquelle nous aurons la chance d'entendre, pour commencer, Émilie Alberola. Émilie, en quelques mots, tu es docteur en sciences économiques, experte sur les politiques climatiques et membre du Conseil des économistes du développement durable au ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, tu es directrice d'EcoAct Europe du Sud et tu es une experte respectée en matière de finances climatiques et de tarification du carbone. À ta droite, ton collègue, Jordan Erabedian. Bonjour Jordan. Tu es consultant-chercheur au sein du Climate Innovation and Knowledge Center d'EcoAct. Depuis 3 ans, tu travailles principalement sur les stratégies de décarbonation sectorielle à l'échelle des organisations. Tu travailles également sur la taxonomie européenne et enfin sur la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, aussi connue sous le nom de CSRD. Juliette est également avec nous. Bienvenue Juliette. Tu es déléguée marketing territorial Suez Eaux-France chez le groupe Suez. Après un parcours en ONG et dans le secteur public, tu es actuellement en charge au sein de l'entité Eau pour la France du pilotage de la démarche d'écoute client et de l'intégration des enjeux de développement durable à l'offre. Tu es également une alumnus Ecolearn puisque tu as suivi la Masterclass 21, aujourd'hui Masterclass Direction Durable en 2020-2021, puis la formation Manager la stratégie climat en 2022. Au sommaire de notre table ronde, vous le voyez s'afficher ici, nous aurons un temps d'introduction par Émilie autour de la décarbonation et des enjeux à la fois à court et long terme. Nous pourrons ensuite rentrer dans le détail de la table ronde. Les présentations de la formation Ecolearn, des formations Ecolearn sur le sujet seront effectuées. Vous connaissez maintenant la mécanique. Et nous terminerons par un temps de questions-réponses. Émilie, the floor is yours. Sur le sujet de la décarbonation, il nous semblait effectivement intéressant d'évoquer, avant de rentrer un peu plus dans le détail des compétences, ce que le terme même de décarbonation évoquait, signifiait. Alors, la décarbonation pour une entreprise consiste à réduire progressivement ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le progressivement, évidemment, ça sous-entend le fait de définir une trajectoire déclinante de réduction d'émissions. Et donc, la décarbonation, aujourd'hui, pour les entreprises, constitue un véritable axe de performance parce que ça crée de la valeur. Pour une entreprise qui s'engage dans une démarche de décarbonation, elle s'engage à une meilleure maîtrise de ses coûts économiques et notamment des coûts énergétiques. Je vais y revenir. C'est aussi un moyen pour elle de mieux maîtriser des risques, de pouvoir les anticiper, de pouvoir être davantage dans la maîtrise de sa vulnérabilité. Et puis, ça permet tout simplement aussi, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, de réduire l'impact que l'entreprise, au travers de ses activités, a sur le changement climatique. Alors, quand on parle de décarbonation, on évoque 3 leviers principaux. On parle de 3 composantes qui sont à la fois complémentaires, mais dont la pondération peut changer selon les entreprises, selon surtout les secteurs dans lesquels elles opèrent. Le premier levier à engager pour assurer une action, une stratégie de décarbonation, c'est la partie efficacité. Alors, efficacité énergétique, évidemment, donc optimiser l'usage de l'énergie dans les différents processus industriels, par exemple. Ça peut être de l'efficacité matière aussi, matériaux, c'est-à-dire d'améliorer également l'usage, l'emploi, le recyclage des matières, des entrants dans des circuits de production. Donc, l'entreprise se doit de réviser tous ces processus de production en cherchant à optimiser cet usage énergétique, cet usage de matériaux pour réduire in fine les entrants carbone dans son process de production. Le deuxième levier de la décarbonation touche le mix énergétique, donc toute l'énergie utilisée par l'entreprise lors de ses phases. Alors, si on parle d'industrie vraiment de production, mais ça peut être aussi l'usage de l'énergie à travers l'usage de bâtiments pour tout ce qui est entreprise de services, des data centers également. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décarboner et d'utiliser des énergies qui soient bas carbone,
évidemment les énergies renouvelables et des énergies électriques bas carbone, décarbonées, réduire au maximum les énergies fossiles utilisées par l'entreprise. Le troisième levier concerne la sobriété, donc c'est-à-dire de aussi travailler sur la partie demande et de pouvoir créer des offres du côté de l'entreprise qui permettent aussi de réduire l'usage, la demande pour un usage similaire. Donc, je ne vais pas évoquer davantage le sujet de sobriété. Je pourrais répondre à vos questions, mais ce n'est pas l'objet exact de la table ronde. Mais voilà, l'entreprise a plusieurs leviers à actionner dans le temps, dans un horizon de temps qui va du court terme à long terme. Mais cet axe de la décarbonation est réellement aujourd'hui un axe de performance parce que les entreprises qui réduisent leurs coûts énergétiques aujourd'hui témoignent d'une meilleure performance économique et financière. Une entreprise qui témoigne d'une vraie stratégie dans le moyen et long terme sur sa capacité à anticiper des réglementations ou tout simplement à répondre à des réglementations qui rentrent en vigueur. Donc, au niveau européen, par exemple, on a le marché européen du carbone qui vient d'être réformé et qui a une exigence beaucoup plus importante aujourd'hui. On en a parlé aussi de toute la directive sur la réglementation sur les informations, la CSRD. Et puis sur du plus long terme, on a des engagements d'État en France avec la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui en fait va imposer à l'industrie notamment de réduire de 81% ses émissions d'ici à 2050. Au niveau européen, on est aussi sur un objectif 2050 de neutralité climatique. Donc ces cadres et ces engagements politiques impose vraiment aux entreprises aujourd'hui cette exigence de la décarbonation qui crée aussi de la valeur. Donc, c'est vraiment un atout pour des entreprises qui s'y engagent du court terme. Et aujourd'hui, la crise énergétique avec la guerre de l'Ukraine confirme que les entreprises qui ont anticipé une certaine décarbonation font face à des prix énergétiques moindres, sont moins exposés à cette hausse de prix des énergies. Voilà en quelques mots peut-être pour introduire le sujet de la décarbonation. Merci beaucoup, Émilie. On va donc pouvoir passer au temps de questions. La première question, elle est pour toi. Et c'est la suivante. Quelles sont les principales problématiques rencontrées par les entreprises en matière de décarbonation ? Alors, les problématiques et les compétences de facto nécessaires aussi pour répondre à ces problématiques. Alors, je dirais de manière globale, la première problématique auquel l'entreprise doit faire face, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce que l'objectif zéro émission nette ou neutralité carbone implique. En matière évidemment physique, quand on parle de réduction d'émissions, de quoi parlons-nous ? En matière de technologie aussi, puisque décarboner, réduire ses émissions nécessite aussi des changements de technologie, de process. On parlait d'efficacité énergétique, mais on parle aussi de rupture technologique, donc avoir une vision, une compréhension et de pouvoir décliner cette vision au niveau de son entreprise en ayant une compréhension de son secteur. Cette vision, cet objectif zéro émission nette a aussi des implications économiques à travers des coûts financières, sociétales et de transformation profonde. Voilà. Donc, il est nécessaire que l'entreprise ait vraiment cette compréhension avant d'engager ensuite l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble de sa stratégie, de la mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première notion, il me semble importante, premier concept. Ensuite, une stratégie d'entreprise qui se veut robuste en matière de climat a deux volets. La partie réduction, qu'on appelle aussi mitigation, là, elle nécessite un certain nombre de compétences, réunit un certain nombre de problématiques. Évidemment, la première problématique, c'est la question de la comptabilité. Il faut être en capacité de pouvoir compter en tonnes de CO2, donc être en capacité de faire de la mesure d'empreinte carbone sur l'ensemble de ces scopes. C'est des sujets que vous avez déjà évoqués dans la première table ronde, il me semble. Ça, c'est vraiment une maîtrise, une compétence clé. Ensuite, il y a la question de la trajectoire. Je vous parlais dans la définition de la décarbonation de cette réduction progressive. Dans le progressif, on parle d'une action annuelle. Donc, l'entreprise se doit de s'engager de 5 à 10% de réduction d'émissions par an à l'échéance 2050. Donc, on part sur 30 ans d'engagement. Comment une entreprise va définir sa trajectoire et concrètement la mettre en œuvre, en fait. Et puis, dernier volet aussi, quand on parle de zéro émission nette dans la partie réduction, c'est aussi d'avoir une compréhension de la partie compensation carbone et séquestration, puisque toutes les entreprises ne seront pas en capacité de réduire 100% de leurs émissions et qu'il sera nécessaire aussi à la fois de jouer un jeu coopératif dès lors qu'on n'arrive pas à réduire dans son périmètre, de pouvoir financer et contribuer
à la réduction d'autres acteurs à travers le monde et en France également, mais par ailleurs aussi de pouvoir neutraliser les émissions qui ne seront pas réduites en investissant dans une capacité de séquestration dans des puits carbone naturels en priorité, mais technologique peut être aussi une solution selon les secteurs. Le deuxième volet des stratégies climat d'entreprise, c'est la partie de réduction de l'impact du climat sur l'activité des entreprises. Et donc là, on parle d'adaptation, de résilience, de vulnérabilité. Et donc, on aborde la question des risques. L'entreprise a une problématique importante à anticiper, c'est cette notion de risque climatique lié, enfin de risques liés au climat et donc de risques financiers qui peuvent être des risques physiques, l'impact du climat réellement sur l'activité de l'entreprise liée à différents aléas climatiques, mais également la partie risque de transition qui est importante. Voilà, je m'arrêterai là parce que je sais que Jordan va pouvoir vous alimenter davantage. Exactement, je me tourne à présent vers toi, Jordan. On va parler de stratégie climat et la question que j'ai pour toi, c'est quelles sont les connaissances, les compétences indispensables pour mener à bien une stratégie climat? Alors, je dirais que pour répondre à la question et pour approfondir les propos d'Émilie dans le cadre des problématiques rencontrées par les entreprises pour mener à bien une stratégie climat, il faut 3 cordes à son arc. Premièrement, il faut vraiment avoir connaissance d'un cadre qui va être à la fois scientifique et politique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut comprendre que le climat touche à notre environnement, c'est comprendre quelles sont les grandes interactions dans l'environnement, comprendre qu'est-ce que le GIEC, qu'est-ce que les limites planétaires, quels sont les liens intrinsèques entre le climat et l'énergie. Et toutes ces interactions sont vraiment essentielles pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel une entreprise va évoluer. Et dans le cadre des connaissances politiques, eh bien, elle complète les connaissances, on va dire, scientifiques, puisque il est important de saisir ce qu'est vraiment l'accord de Paris, ce qu'il implique, et de comprendre toutes les réglementations européennes qui vont toucher aux entreprises concernant le marché carbone européen, concernant le Green Deal et toutes les politiques qui peuvent en décliner, le Fit for 55 package avec les directives sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, etc. Donc, c'est vraiment avoir ce paquet de connaissances qui en quelque sorte un socle qui permet d'avoir ce cadre en tête. Ensuite, une fois qu'on a ces connaissances claires, il est important d'avoir des compétences stratégiques. Et ces compétences stratégiques, elles permettent de fixer le cap. Dans le cadre de la transition et de la lutte contre le dérèglement climatique, il faut savoir où l'on va collectivement et à l'échelle d'une entreprise. Et dans ce cadre, il est important de se donner des horizons de temps. Donc, c'est-à-dire définir une stratégie de neutralité carbone, définir une stratégie zéro émission nette et pouvoir tracer cette trajectoire de réduction qu'évoquait Émilie tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, quelle est la pente qu'il faut suivre pour pouvoir s'aligner sur une trajectoire à la fois de décarbonation, mais également une trajectoire résiliente. Et enfin, le troisième pilier, la troisième corde, c'est de disposer de compétences opérationnelles pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Et aujourd'hui, on manque surtout de ces compétences opérationnelles-là, puisque de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'États fixent des caps, s'engagent sur le long terme, mais ce qui manque vraiment, et l'action là où elle est vraiment essentielle, elle va être sur la feuille de route. Donc, dans le cadre de la feuille de route, il faut à la fois jouer sur 2 leviers, sur le levier impact de l'entreprise sur le climat et savoir mesurer, réduire, compenser les émissions résiduelles, celles qu'on ne peut pas réduire aujourd'hui, et également développer des compétences au sein de l'entreprise pour mesurer le niveau d'exposition de l'entreprise au risque climatique, également s'interroger sur la vulnérabilité de la structure, de l'organisation au risque et développer des plans d'adaptation puisque le changement climatique est là, on l'a tous vu dès cet été, ce qui se passe aux États-Unis actuellement sont des éléments extrêmement significatifs. Donc, il faut d'ores et déjà s'adapter à ce dérèglement. Et ces 3 piliers, ces 3 cordes ont été tout l'objet de la collaboration entre EcoAct et EcoLearn pour construire une formation à destination des entreprises qui répondent à ces enjeux. Merci Jordan. Dans la continuité de ce qui vient d'être partagé, Arnaud, cette fois, je me tourne vers toi avec la question suivante. Quelles sont les attentes des entreprises en matière de formation climat?
Bah, on peut, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, malheureusement, partent globalement d'assez loin dans le niveau moyen d'appréhension des sujets climat. Alors, à mon avis, il y a une situation très hétérogène au sein des entreprises où il y a des groupes de travail et des comités de pilotage qui sont extrêmement pointus et qui ont mis en place, souvent dans les grosses organisations, les stratégies SBT, la cartographie des risques, et qui mènent dans un groupe de personnes assez restreint des réflexions très, très puissantes et très moyen long terme sur l'impact et les conséquences du changement climatique, de la prise en compte du changement climatique dans l'organisation. Mais en dehors de ces gros projets, la moindre des choses qu'il faut reconnaître, c'est que globalement, le niveau moyen de compréhension et d'appropriation des éléments climat dans l'entreprise reste assez faible. Et on peut regretter, mais c'est un fait qu'après 30 ans de rapport de GIEC, après des dizaines d'années de sensibilisation au sujet climat, on en est encore à un point où peu de personnes ont réellement pris conscience des tenants et aboutissants du changement climatique. Et donc, ce qu'on observe, déjà, c'est très nouveau. Hein. On ne mettait pas en place des plans d'acculturation, de formation au sujet climat il y a plus de 3 ans. Enfin, c'était très peu présent. Donc, ces demandes sont récentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage qui se duplique assez schématiquement dans toutes les entreprises, avec après une chronologie qui diffère un petit peu. On observe assez régulièrement une première étape d'éveil des consciences, d'étincelles, qui la plupart du temps s'organise autour de fresques. Il faut le reconnaître que la fresque est un outil extrêmement puissant, extrêmement utilisé pour jouer ce rôle d'étincelle, mais qui est un outil probablement nécessaire, mais largement insuffisant. Donc, c'est simplement une première étape. Et les travaux de la fresque et les groupes de fresques sont extrêmement utiles pour comprendre et puis pour mettre des mots et même des sensations sur ce que disent finalement les scientifiques du GIEC. Mais ça laisse beaucoup de questions en suspens, et notamment celle de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise et quels sont les moyens de mobilisation. Et donc, à partir de là, se dessinent des plans de formation, de sensibilisation assez schématiques qui touchent toutes les populations de l'entreprise, mais selon des natures différentes. Donc, aujourd'hui, nous, on est sollicité pour accompagner un peu toutes les poches d'acteurs de l'entreprise, donc à commencer par les dirigeants. On est très régulièrement sollicité pour accompagner les dirigeants, alors soit dans un format restreint, soit par exemple les top 500 ou les top 700 d'une organisation, pour leur faire pointer du doigt exactement ce que disaient Jordan et Émilie, à savoir comprendre de quoi il s'agit, connaître les cadres de référence méthodologiques, scientifiques, et interpeller la compréhension des risques et opportunités que ces éléments de changement climatique vont faire naître dans l'activité de l'entreprise. Donc, indéniablement, un besoin de renforcer la compréhension de ces problématiques-là auprès des dirigeants, jusqu'au conseil d'administration qui se saisissent désormais de ces questions-là. Je ferai juste une parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a une sensibilité au secteur d'activité qui est très forte. Mon sentiment, en tout cas en tant qu'acteur de la formation, c'est que les niveaux de maturité, de prise en compte du risque de changement climatique sont très différents d'un secteur d'activité à l'autre. Il y a encore beaucoup de secteurs pour qui c'est un risque lointain et qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur par les comités de direction. Donc, une première cible, qui sont les dirigeants. Une cible très étendue qui sont les collaborateurs dans leur ensemble. Et là, on voit bien que beaucoup d'entreprises ont commencé par des fresques et ont senti le besoin de proposer des dispositifs complémentaires pour accompagner la prise de conscience et surtout répondre à cette question, mais comment agit-on ? Et quels sont les enjeux pour l'entreprise. Donc, quelque chose qui puisse permettre de donner un peu plus de perspective et peut-être aussi un peu plus positif, parce qu'il faut reconnaître que la fresque qui est réputée comme étant parfois assez lourde à subir quand on n'était pas conscient de ces différents éléments. Donc, quelque chose qui puisse donner aussi un peu plus de prise avec des leviers d'action et des solutions. Et puis, on est de plus en plus sollicité sur des formations métiers et techniques, donc qui correspondent à des besoins bien particuliers. Les achats nous interpellent beaucoup sur le rôle des achats dans la décarbonation. Alors, les équipes finance
beaucoup par rapport à… En fait, chaque métier va prendre le carbone à travers son angle de vue et va nous interpeller pour dire, voilà, moi, finance, ça va être la question de la taxonomie, ça va être la question de la CSRD, du reporting climat, de la réponse aux exigences des investisseurs, les acheteurs sur la décarbonation, le scope 3, la maîtrise de la data dans la chaîne de valeur, les ingénieurs sur les solutions opérationnelles à mettre en place, que ce soit dans l'efficacité énergétique, dans l'éco-conception, etc. Mais ça, c'est une évolution assez récente, somme toute, qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'importance. Et puis, dernier signal qu'on détecte, là, qui est encore quelque chose d'assez faible, c'est des formations de plus en plus pointues pour des expertises vraiment en lien avec la maîtrise climat, c'est-à-dire comment on établit un bilan carbone, comment on construit des cartographies de risques autour des sujets de décarbonation, comment on met en place aussi de façon très opérationnelle la maîtrise de la décarbonation dans l'IT, en Green IT, dans certains métiers opérationnels, etc. Merci Arnaud. Faisons maintenant parler les entreprises avec toi, Juliette. La première question que j'aimerais te poser, c'est quels sont les sujets climat sur lesquels tu travailles aujourd'hui au sein de ton entreprise et que t'a apporté la formation Manager une stratégie climat dans cette perspective? Ok. Bonjour à tous. Donc, vous m'entendez? Oui, ça marche. Donc, les sujets sur lesquels je travaille, ils sont un peu complémentaires de ceux que tu décrivais, parce que j'ai une approche qui est plutôt business et marketing aujourd'hui. Et donc, je travaille sur le sujet climat à travers deux questions finalement. À la fois, comment est-ce qu'on travaille avec l'ensemble des personnes qui vendent des services à nos clients, puisqu'on vend des services à des clients collectivités, pour que finalement on soit tous meilleurs sur ce sujet. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a plus le choix que de s'améliorer collectivement sur ce sujet et c'est pas facile. Donc ça, c'est la première dimension. Comment est-ce qu'on s'améliore? Comment est-ce qu'on comprend le lien entre les événements climatiques extrêmes et ce qui sous-tend tout ça? Comment est-ce qu'on se documente? Comment est-ce que collectivement on arrive à parler atténuation qui est très important, mais adaptation aussi qui dans un business comme le nôtre est évidemment un vrai sujet. Donc ça, j'allais dire, c'est l'approche assez globale. Et après, dans mon activité quotidienne, on va dire, ça veut dire aussi se poser des questions de façon un peu différente sur la manière dont on vend des solutions, des produits, des services, en partant de la question de l'impact, c'est-à-dire ne pas partir de finalement comme on fonctionnait peut-être pendant des années, de la solution pour la solution, mais se poser la question de savoir si cette solution répond à un enjeu et si par ailleurs elle a, et ça arrive, des externalités négatives, par exemple sur le sujet climatique. Et comme ce sont des sujets compliqués, comme vous l'avez tous mentionné, c'est important d'avoir la connaissance de base et l'expertise approfondie, la plus approfondie possible sur le sujet pour essayer de démêler un peu tout ça. Et donc, je dirais ce que la formation m'a apporté, c'est trois choses à la fois. Le premier élément qui me semble très important que tu mentionnais, Arnaud, également, c'est le prérequis à tout ça, c'est de comprendre de façon globale quels sont les enjeux. À quoi on a affaire, que tout ça est compliqué, complexe, on va dire, avec des interrelations entre les différents enjeux. Donc, c'est une vision plutôt stratégique, finalement, et assez macro. Mais cette formation, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la dimension très opérationnelle, finalement, parce que la déclinaison, comme tu le disais, en fonction de… Finalement, chacun peut s'accaparer ce sujet en fonction à la fois de ses centres d'intérêt et puis de son job, finalement, au quotidien. Donc, la dimension très opérationnelle, je l'ai appréciée et ce va-et-vient entre les deux, j'ai trouvé ça intéressant. Et la dimension mise en situation, qui est probablement encore plus nécessaire sur ce sujet-là que sur les autres sujets du développement durable, parce qu'il y a une technicité qui est quand même assez forte. Je l'ai trouvé très appréciable aussi. Donc, je dirais pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur la fresque, c'est que finalement, la fresque, c'est un très bon outil pour démarrer. Donc, en tant que je suis animatrice aussi au sein de l'entreprise de la fresque, c'est un très bon outil pour démarrer, mais c'est aussi un outil qui donne envie d'aller plus loin. Et ça m'a aussi permis d'acquérir des connaissances complémentaires et d'alimenter mes collègues lors des animations qu'on fait là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Et une question complémentaire.
À ton avis, si tu te projettes maintenant vers l'avenir, vers quoi va évoluer ton métier? À quoi ressemble la suite pour toi? Alors, je dirais que sur le sujet climatique en particulier, et puis développement durable au sens plus large, je pense que le métier va évoluer vers une prise en compte des enjeux, des questions d'impact qui soient plus importantes. C'est-à-dire essayer de se poser la question à chaque fois qu'on va concevoir, créer, mettre sur le marché une solution, de savoir à quoi elle répond en termes d'enjeux. Jordan citait tout à l'heure les limites planétaires. On ne peut pas aujourd'hui ne pas se poser ces questions-là. Et puis, une fois qu'on a vendu, commercialisé une solution, il faut être aussi dans un processus d'amélioration continue, si on peut dire. Donc, quand on prend conscience, par exemple, qu'on a mis en place une solution digitale qui est très performante sur tel ou tel aspect de préservation de la ressource, par exemple, ça n'exonère pas de se poser des questions sur d'éventuelles externalités complémentaires. Donc, ça veut dire en fait avoir ce réflexe climat sans arrêt, y compris dans l'amélioration finalement de notre offre. Merci. On va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Juste avant ça, nous allons pouvoir rapidement, puisque Jordan en a déjà touché un mot assez complet, vous présenter les formations Ecolearn sur les stratégies climat. Merci Antoine. Alors, je vais passer très vite parce que pour ceux d'entre vous qui étaient là depuis ce matin, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais pour rappeler, donc Ecolearn est un organisme de formation, société à mission, spécialisé sur les thématiques du développement durable, qui propose des formations en ligne et en présentiel, à la fois pour les individus, les professionnels, mais aussi pour les entreprises, avec différentes nuances de solutions. Mais je vais me concentrer plutôt sur la présentation de la formation au climat que nous proposons en partenariat avec EcoAct et qui, je pense, en tout cas je l'espère, coche toutes les cases des besoins en compétences que Jordan a présentés précédemment. Donc là, vous avez l'offre de formation en ligne qui s'appelle Manager une stratégie climat, qui est organisée autour de 5 grands chapitres, 5 leçons, avec la progression suivante. Donc une première leçon qui va présenter, en gros, c'est une contextualisation autour du GIEC. Donc comprendre un peu le phénomène du changement climatique, les mécanismes, les grands gaz à effet de serre. Voilà, donc plonger dans ce monde fascinant du climat et du changement climatique, avec un dernier module très opérationnel sur comprendre comment on quantifie une empreinte carbone. Une deuxième leçon qui va s'articuler plutôt sur le cadre réglementaire et normatif. Donc, on va comprendre ce que sont les limites planétaires, les science-based targets, la neutralité climat et quelles sont les grandes réglementations qui jalonnent dans les différentes parties du monde ces impératifs autour du changement climatique. Et puis, on va ensuite aborder un enjeu très business. Donc, comment le sujet climat se présente aux portes de l'entreprise et comment, notamment, quels sont les risques et opportunités que le sujet climat fait naître, avec un petit détour par la TCFD, qui est le standard de référence aujourd'hui pour interpeller les stratégies d'entreprise et apporter une publication sur ces éléments de stratégie carbone auprès des investisseurs. Et comment une entreprise doit se poser la question de l'impact business autour des éléments de changement climatique dans les deux sens. Donc, comment l'entreprise impacte souvent négativement les effets du changement climatique et comment le changement climatique peut avoir des conséquences dans la conduite des activités, avec pas mal d'exemples d'entreprises qui ont mené des transformations plus ou moins structurantes pour tenir compte de cette nouvelle donne. Un quatrième chapitre qui est consacré à des éléments beaucoup plus opérationnels. Donc, on navigue autour des 3 grands scopes pour apporter des précisions sur comment on peut concrètement apporter des solutions techniques, opérationnelles dans sa stratégie d'achat, dans l'efficacité énergétique, dans son scope 3, sur les différentes grandes catégories d'achat, et puis sur les sujets de compensation. Donc, comment œuvrer opérationnellement sur sa trajectoire de décarbonation. Et un dernier chapitre qui va plutôt prendre de la hauteur et va se poser la question de la conduite du changement à opérer dans une organisation comme une entreprise pour créer une culture du climat et puis pour tenir compte des changements que ça peut avoir dans d'autres métiers comme le marketing, comme les achats, comme la finance. Et puis des questions un peu plus philosophiques que pose la décarbonation avec voilà, des réflexions sur le découplage, sur la décroissance, ce genre de choses dont on entend parler et qui sont nécessaires à appréhender pour être nourri intellectuellement sur ces questions-là.
Donc voilà le socle de la formation. Vous avez les précisions opérationnelles et puis qui s'accompagne d'une formation présentielle. Également, vous connaissez le principe, qui est une formation d'approfondissement, toujours en partenariat avec EcoAct, et qui prendra la même forme que précédemment. Donc 5 jours présentiels, coupés en 2 jours, puis 3 jours à 15 jours d'intervalle, et qui a le même rôle d'aller plus loin. Donc c'est un combo, c'est-à-dire qu'on vous demande de suivre d'abord la formation en ligne, et puis vous pouvez choisir de compléter votre expertise en suivant cette formation présentielle. Donc là, on s'adresse vraiment aux personnes dans l'entreprise qui vont porter la définition et la mise en œuvre de la stratégie climat. Et ça va vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des méthodes, dans la mise en relation avec des acteurs de l'entreprise, avec des experts, et puis aussi creuser davantage certains concepts autour de la neutralité et autres. Voilà. Merci Arnaud. Nous allons pouvoir passer au temps de questions-réponses. J'ai reçu une première question que nous avons reçue via les personnes qui nous suivent en distanciel. Je tourne d'abord peut-être pour commencer vers vous, Émilie et Jordan. Cette question concerne les Science-Based Targets, SBT, et une personne nous demande quelle est l'option alternative pour les entreprises qui n'ont pas les ressources pour construire un objectif SBT, dont la démarche est un peu lourde tout de même, nous dit-elle. Alors, grande question. Effectivement, l'enjeu derrière les SBT, donc les SBT, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers, sont les Science-Based Targets. C'est derrière, on a la Science-Based Target Initiative, qui est un organisme qui a construit une méthodologie pour accompagner les entreprises dans la définition justement de cette trajectoire à atteindre à la fois à court, moyen et long terme pour pouvoir justement s'aligner sur une trajectoire soit 1,5 degré, ce qu'on appelle well below 2 degrees, donc c'est 1,75 degrés à peu près, ou une trajectoire de degrés. Cette méthodologie, elle existe, elle a le mérite d'exister. De nombreuses entreprises se sont emparées de ce sujet et soumettent de plus en plus d'année en année selon la méthodologie de cet organisme. Aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir des alternatives à cette méthodologie. On peut citer par exemple la méthodologie ACT, qui est une méthodologie portée par l'ADEME, qui est un petit peu plus complète, qui regarde à la fois, qui a une vision davantage 360, qui va regarder le passé, le présent, le futur, et qui va noter, on va dire, l'implication de l'entreprise dans le cadre d'une stratégie climat et dans sa trajectoire de réduction, selon plusieurs aspects d'un point de vue qualitatif. Donc ça, c'est un point de vue. D'un point de vue autre sur les ressources nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie SBT, on parle de plus en plus d'enjeux de transformation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on va regarder les efforts nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie SBT et quand on va apprendre que pour pouvoir s'aligner sur du 1,5 degré, d'après le SBT, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2050. Effectivement, les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre cette target-là, elles vont devoir passer par un enjeu transformationnel. Et c'est pour ça qu'il est essentiel, alors dans le cadre d'une stratégie SBT ou autre acte ou simplement atténuation des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l'accord de Paris, il va falloir transformer l'intégralité du business model. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille de plus en plus chez EcoAct, en tout cas, sur effectivement, comment est-ce qu'on peut engager l'intégralité des parties prenantes dans le cadre de cette stratégie. Et ça évoque également le dernier module de la formation construite entre EcoAct et EcoLearn, qui est l'enjeu vraiment transformationnel. Comment est-ce qu'on va impliquer les parties prenantes, à la fois d'un point de vue vertical, puisqu'il faut un leadership vraiment fort pour pouvoir impulser cette stratégie climat, mais également comment est-ce que l'intégralité des départements vont pouvoir être mis à contribution dans le cadre de cette stratégie. Donc, ça va passer par les achats, comme évoqué lors de la précédente table ronde, mais également concernant les départements marketing, communication, légal, RI, R&D, etc. Merci. Émilie, tu veux compléter ? Oui, je peux compléter. Je pense qu'il y a l'aspect méthodologie et tu as évoqué les différentes méthodologies. Ce qui est important, je pense, c'est qu'avant de s'engager, toute entreprise doit effectivement bien comprendre les ressources qui seront nécessaires, donc les ressources hommes évidemment, mais aussi le temps d'engagement dans lequel l'entreprise va devoir œuvrer pour définir cette trajectoire et puis après pour la mettre en œuvre aussi.
Et ça, c'est un facteur quand même de succès clé, de savoir, d'avoir cette estimation de temps. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises à définir leur trajectoire. On parle de 3 à 6 mois minimum. Donc, effectivement, en fonction de l'entreprise, de sa taille, de ses capacités, il faut arriver à libérer les ressources nécessaires pour pouvoir s'engager dans cette définition de trajectoire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sinon, je peux continuer avec des questions que nous avons reçues toujours par les personnes qui nous suivent en distanciel. Elle s'adresse cette fois à Juliette, si tu souhaites commencer. Elle est double. Ce serait autour des facteurs clés de succès quand on veut mettre en place des initiatives climatiques en entreprise. Et le pendant, quels seraient les freins que tu rencontres ? Alors, je vais commencer par les freins et terminer par les, si tu permets. Les freins, je pense qu'ils sont de deux natures, comme le disait Arnaud tout à l'heure. Le premier frein, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est généralisée, on le voit tous, mais il y a une appréhension du sujet qui est inégale en fonction des entreprises et au sein des entreprises en fonction des départements, des directions, etc. Donc, j'allais dire, c'est le premier frein, c'est d'avoir essayé d'avoir une approche qui emmène tout le monde finalement, alors qu'il n'y a pas tellement de temps, comme on le sait, et que comme ce sont des sujets complexes, et tu le mentionnais tout à l'heure, des sujets qui sont liés aussi avec les autres enjeux du développement durable, climat, biodiversité, etc., cette complexité, elle peut être un frein. Et je dirais que dans les facteurs clés de succès, il y a d'une part d'essayer de commencer petit, peut-être, c'est-à-dire d'essayer d'identifier dans les interlocuteurs ou collègues avec qui on veut travailler, quel est finalement le meilleur levier pour avancer sur ces sujets. Donc la fresque peut être un très bon point d'entrée. Pas pour tout le monde, parce que comme tu le disais tout à l'heure, parfois ça génère une forme d'anxiété ou de difficulté à comprendre. Donc c'est pas forcément un outil magique, mais en tout cas ça peut faire partie des outils. Et puis après, je pense comme ça spontanément que l'idée c'est peut-être d'aller pas à pas, c'est-à-dire de se dire on ne va pas forcément se fixer des objectifs trop ambitieux. Là, si je me place du point de vue strictement comment est-ce qu'on intègre tout ça dans une approche business et commerciale finalement, c'est de commencer en comprenant bien les enjeux, en les partageant et en se posant des questions sur qu'est-ce que ça nous dit à nous, en quoi on est concerné, et du coup, qu'est-ce qu'on a à apporter. Et en avançant comme ça, je pense que ça peut fortement accélérer les choses. Merci. Émilie, Jordan, est-ce que vous voulez compléter sur cette idée de frein ou facteur clé de succès ? Moi, je peux vous parler des freins. En vous écoutant, il y avait pas mal de choses qui m'inspiraient. Dans l'expérience qu'on a d'accompagnement d'entreprise, les freins qu'on peut observer, le premier, je dirais, c'est effectivement ce manque de leadership. En général, dans l'entreprise, quand le dirigeant est formé, est convaincu, l'action, l'engagement est plus crédible et donc plus rapide. Et ça, c'est un frein notable dans les entreprises, même si on a différents départements, des super directeurs très convaincus. Le plus complexe, c'est de toujours convaincre le dirigeant que oui, il va falloir allouer les budgets, oui, il va falloir allouer les ressources, le temps, et il va falloir aussi changer la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est complexe et en général, voilà, ça peut être un facteur d'échec. Le deuxième sujet auquel je pense aussi dans les freins, et vous l'avez évoqué dans la table ronde précédente, c'est le sujet de la donnée. Et évidemment, quand on parle de tonnes de CO2, vous comprenez très rapidement que le sujet données est très important. Et il y a des entreprises où c'est très complexe d'arriver à mettre en place le système d'information, de créer la coordination entre les business units, entre les équipes, entre les pays. Enfin voilà, ça dépend de l'échelle à laquelle on intervient. Mais c'est vraiment un facteur clé de succès important, cette donnée. Et si on ne l'a pas, on a du mal ensuite à définir à la fois des indicateurs et puis, in fine, le tableau de bord nécessaire à la définition de la trajectoire et au tableau de bord de pilotage d'une stratégie climat. Et puis, le troisième point qui est nouveau, c'est le sujet du financement. C'est un frein, c'est qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui peuvent avoir du mal à trouver les ressources financières à allouer
à cette décarbonation, à cette transformation. Et ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ça va plus vite pour des entreprises à bénéficier de financement quand celle-ci est en capacité d'avoir une bonne vision de sa transformation, d'avoir un narratif crédible à partager à l'ensemble de ses parties prenantes et notamment ses investisseurs. Et ça, cette maîtrise du discours, enfin du narratif et du scénario crédible dans sa transformation, ça se travaille, ça va prendre des années, hein, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je mentionnais que c'était naissant. Mais les entreprises qui en sont déjà à ce niveau de maturité peuvent assez rapidement avoir des financements. À l'inverse, voilà, on accompagne certaines entreprises sur lesquelles leur première vision de cette transformation n'est pas la bonne, elle n'est pas crédible. Et quand c'est des entreprises cotées, les investisseurs, tout simplement, les marchés financiers ne suivent pas. Donc, il faut retravailler sa copie de cette transformation. Je peux apporter un commentaire additionnel, mais qui ne répond pas totalement à la question, mais qui est plutôt une interpellation aussi pour ceux d'entre vous qui êtes en charge de mener ces plans de transformation et de décarbonation dans les entreprises. C'est qu'on parle beaucoup de climat et pourtant ce serait une erreur de résumer les enjeux de développement durable au seul sujet climatique. Donc, bon, il y a un grand avantage apporté par le climat, c'est qu'il a eu le mérite de mettre en mouvement les organisations. Il a le mérite de proposer des méthodes, des points de passage, une certaine acculturation malgré tout du législateur, du financier. Donc, il a permis de cadrer un peu la problématique et aujourd'hui, c'est un chemin assez bien balisé qui n'est pas simple, mais qui est plutôt bien balisé, à l'inverse de toutes les autres préoccupations du développement durable et qui crée cette dynamique. Et pour autant, malheureusement, les enjeux de développement durable ne se résument pas au seul sujet climatique. On peut en citer de nombreux. Donc, il y a cette difficulté à appréhender quand on est en situation de porter un projet d'intégration des éléments de développement durable, qui est de trouver le juste équilibre, la balance entre s'appuyer sur une thématique qui est très porteuse, qui est reconnue et qui est balisée, sans mettre en péril la capacité à appréhender d'autres thématiques qui sont au moins aussi importantes, mais qui ont pour elles d'être moins reconnues, moins balisées, et parfois même plus difficile à appréhender. Et je pense notamment à tous les sujets sociaux qui sont beaucoup moins matures, on en parlera cet après-midi, et qui sont au moins tout aussi importants sur le long terme que les sujets de changement climatique. Et donc, voilà, il n'y a pas de recette magique. Je ne peux même pas vous dire que c'est des solutions qu'on apporte dans l'information, parce que je pense que ça dépend beaucoup du contexte de l'entreprise, de la culture d'entreprise, même du leadership. Tu parlais de cette question-là. Mais pour autant, voilà, c'est une donnée qu'il faut absolument porter en se disant, voilà, le climat est utile et important, mais il faut aussi avoir la capacité à appréhender d'autres thématiques. Justement, en lien avec ça, je vais rebondir sur ce sujet qu'évoque Arnaud. Effectivement, concernant les entreprises, on a des réglementations européennes qui vont davantage, on va dire, ouvrir le champ de l'action environnementale des entreprises, pas uniquement le climat, mais également d'autres sujets environnementaux. Dans le cadre de la taxonomie européenne ou de la CSRD, on va avoir le climat, mais également l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire, la pollution. Qui vont être des sujets à prendre de corps. Et effectivement, on a alors ce facteur de pression, en tout cas sur le court terme, mais progressivement sur le long terme, ça va être, je pense, un facilitateur pour les entreprises d'avoir ce cadre européen-là qui va pouvoir dynamiser l'action des entreprises et leur fixer des cadres de référence sur les autres volets environnementaux et pour pouvoir du coup mettre en œuvre vraiment une stratégie climat qui soit ancrée dans une stratégie environnementale qui va permettre, elle, d'approfondir une vraie résilience sur tous les pans d'une stratégie environnementale. Et la CSRD ajoute le volet social et le volet gouvernance. Donc, on va dire le législateur européen est plutôt moteur en ce sens pour accompagner les entreprises dans le cadre de cette transformation, même si sur le court terme, il y a tout un effort de pédagogie à faire, puisque la taxonomie européenne, la CSRD, le marché carbone, le Green Deal, le Fit for 55, ça fait pléthore de concepts et pléthore de législation, d'où l'intérêt de se faire former, de se faire accompagner pour pouvoir avoir connaissance de ces enjeux et pour pouvoir y répondre à hauteur du défi. Merci Jordan, ce sera le mot de la fin.
Merci d'avoir suivi cette table ronde. Vous recevrez le lien replay, les slides, ainsi que les syllabus des formations présentées. À nouveau, ces échanges peuvent se poursuivre une fois que nos intervenantes vous auront retrouvé. Nous gardons également les questions qui ont été posées en distanciel et nous reviendrons vers vous. Nous allons pouvoir, dans la suite du programme, passer de la théorie à la pratique, puisque c'est un atelier sur la décarbonation d'une chaîne de valeur qui vous attend, si le cœur vous en dit. Merci d'avoir assisté à cette table ronde. Cela clôt notre matinée. Bon déjeuner, bon atelier si vous nous suivez, et à cet après-midi.